Bonjour à tous, chers abonnés du millénaire, à la fois sur Twitch et sur YouTube. Alors, nous allons commencer ce nouveau live centré sur un thème. Après la catastrophe de Liz Truss qui a démissionné après seulement 44 jours, voire 45 jours de mandat, on se pose la nouvelle question de qui sera son successeur entre Boris Johnson, Rishi Sunak et Penny Mordaunt. Et pour répondre à ce thème, j'ai le plaisir de vous accueillir Aymeric Guisset, qui est secrétaire général adjoint du millénaire et qui a écrit avec moi le rapport sur Boris Johnson. Bonjour William, bonjour à tous. Salut Aymeric. Ensuite, après, j'accueille Pierre Clairet, qui est notre spécialiste des questions internationales et européennes et qui est diplômé du Collège d'Europe. Bienvenue à toi, Pierre. Bonjour. Ensuite, après, j'accueille Mathieu, qui est notre spécialiste côté études et qui va nous analyser tout ça, les raisons de la débâcle de Liz Truss, notamment d'un point de vue économique, et qui nous parlera notamment de Rishi Sunak pour la succession de Boris Johnson. Bienvenue à toi, Mathieu. Salut William, bonjour à tous. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse 3 sujets autour de cette question. 1, comment expliquer la débâcle de Liz Truss? En 2, quel successeur pour Liz Truss? Et en 3, Boris Johnson vers un comeback retentissant. Il a commencé déjà à parler en disant qu'il était comme Napoléon et qu'il était capable de revenir en moins de 100 jours de Sainte-Hélène. Enfin, lui, en l'occurrence, c'est plutôt des Caraïbes. Alors, sur la première question, sur comment expliquer la débâcle de Liz Truss, Pierre, Aymeric, je vais commencer plutôt par vous. Allez, on va commencer plutôt par Aymeric. Comment t'expliques la débâcle de Liz Truss, dont certains en France la comparent déjà avec Valérie Pécresse? Le contexte était très particulier, si on se souvient bien. Liz Truss arrive dans les derniers jours de règne d'Élisabeth II. On savait qu'Élisabeth II était déjà dans une santé déclinante et qu'une transition assez importante au Royaume-Uni allait se faire, à la fois d'un point de vue politique, parce que Boris Johnson partait, et puis finalement il était resté assez longtemps au 10 Downing Street, et en même temps, au niveau du royaume, au niveau de la couronne, The Crown, on avait passé à Charles III. Et finalement, il y a eu beaucoup d'instabilité d'un coup, et le rôle du Premier ministre, mais également de Charles III, après plus de 70 ans de règne d'Élisabeth II, qui a vraiment marqué de son empreinte le Royaume-Uni, c'était finalement d'incarner une forme de stabilité, d'assurer une période de transition. On n'attendait pas, et les Britanniques non plus, n'attendaient pas de Liz Truss quelque chose d'exceptionnel. Ils ne voyaient pas en Liz Truss la prochaine Churchill ou la Margaret Thatcher et faire quelque chose de révolutionnaire. Non, la préoccupation à ce moment-là des Britanniques, c'était finalement, c'est inédit, on est en train de changer de roi et de Premier ministre en même temps. Est-ce que le royaume va tenir? Comment on va faire pour envisager la suite, alors que la situation politique, économique, sociale était difficile au Royaume-Uni? Et c'était ça la mission de Liz Truss. Et là où elle s'est trompée, en termes d'analyse, à mon sens, c'est qu'elle est venue apporter encore plus d'instabilité à la situation, notamment, et on en reviendra avec sa question du mini-budget, en respectant pas les protocoles, en ayant une démarche qui était plus qu'audacieuse sur un certain nombre de sujets. Et véritablement, elle s'est trompée dans ce qu'elle devait incarner, dans ce qu'elle devait apporter, parce que quand on regarde sa photo, quand on regarde ses engagements, c'est assez conventionnel finalement son offre politique initiale et ce qu'elle incarne aux yeux des Britanniques. Elle a voulu faire quelque chose de révolutionnaire et elle s'est pris un mur parce que les Britanniques n'étaient pas prêts pour ça, et son rôle, c'était plutôt d'incarner la stabilité et d'assurer la transition du Royaume-Uni dans une période inédite, et elle est venue apporter encore plus d'instabilité. Oui, Aymeric, je me rappelle, on avait échangé ensemble au moment du décès d'Élisabeth II. Toi, tu disais que tu étais inquiet pour le Royaume-Uni parce qu'il y avait les 2 pôles de stabilité qui étaient partis, à la fois Boris Johnson, qui était un vieux cadre de la vie politique, il était ancien maire de Londres, Premier ministre depuis 2019, et dans les différents gouvernements, il avait notamment appuyé, et puis après, trahi David Cameron. Mais en plus, c'est la grande force du Royaume-Uni. On dit toujours que, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les crises, il y a toujours un des 2 piliers qui tient, hein, soit la couronne, soit le gouvernement, ce qui fait que finalement, bon an, mal an, ils s'en sortent toujours. Il y a une résilience du système politique britannique qui est assez remarquable. Et là, on a vécu quelque chose d'inédit et elle a échoué. Mais je te laisse continuer. Sur le point Liz Truss, en fait, moi, je vois 2 raisons principales à son échec. Le premier, c'est le volet économique, et la deuxième partie, c'est la partie politique. En fait, ce qui se joue plutôt sur Liz Truss, c'est sur la partie économique, c'est qu'en fait, le Royaume-Uni fait face à une situation qui est compliquée avec une inflation qui est bien supérieure à la nôtre, aux alentours de 10 points, et qui est centrée sur, une part, les produits de première nécessité. Il faut rappeler que le Royaume-Uni, notamment, en fait, avec Margaret Thatcher, a perdu une grande partie de son agriculture et surtout de son industrie.
C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables de produire eux-mêmes les produits qui étaient nécessaires. Et donc, il fallait les importer. Et ce qui s'est passé avec le Brexit, c'était que les produits d'acheminement étaient beaucoup plus compliqués dans la mesure où Boris Johnson et son gouvernement devaient mener des accords, ce qu'on appelait de libre-échange, afin de mener des accords commerciaux pour pouvoir s'alimenter et faire face aux différents manques que traversait le Royaume-Uni. C'est le premier point. Le deuxième point, il est plutôt politique, dans la mesure où, en fait, Liz Truss, ce qu'elle fait face, c'est comme tu l'as rappelé, c'est qu'elle a été élue sur un mandat spécifique. Elle a été élue, il faut le rappeler, contre Rishi Sunak, qui aujourd'hui postule à sa succession. Et Rishi Sunak était celui qui avait trahi Boris Johnson en démissionnant, qui avait conduit à la démission de Boris Johnson. Et face à Rishi Sunak, les Johnsoniens, comme on peut les appeler, en fait, avaient appuyé Liz Truss pour qu'elle batte Rishi Sunak. Donc, elle avait été élue sur une ligne politique de poursuivre la ligne de Johnson. Et au final, ce qu'elle fait, c'est qu'elle n'a pas poursuivi la ligne de Boris Johnson. Si on entre dans le détail spécifiquement sur ce qui s'est passé, notamment sur le mini-budget, je pense qu'on échangera plus longuement avec Pierre et Mathieu aussi sur la question du mini-budget, c'est que son mini-budget, en fait, elle suivait la ligne de Margaret Thatcher, et Pierre l'évoquera notamment. Et la ligne de Boris Johnson n'est pas celle de Maggie, absolument pas. Et c'est là le sujet essentiel. Et en fait, Liz Truss se dit, à la fois, elle se dit, je dois incarner la crédibilité économique, etc. Et son programme économique, en disant qu'elle était comme Maggie, au final, avait un déficit énorme. Le déficit du Royaume-Uni arrivait à 253 milliards de livres sterling. Et donc, ça a posé un problème à la fois sur la dette et sur la monnaie. D'ailleurs, il y a un point qui est intéressant, je vais vous le montrer. C'est le cours de la livre sterling qui a baissé historiquement quasiment au même niveau que quasiment $1. Alors qu'historiquement, pour ceux qui ont déjà voyagé au Royaume-Uni, souvent, on dépensait plus qu'un euro, on mettait plus qu'un euro pour avoir un seul livre sterling. Et il y a un deuxième point qui est intéressant, c'est le rendement des obligations d'État du Royaume-Uni à 10 ans. Et on voit la courbe du Royaume-Uni qui monte, et les Britanniques devaient emprunter désormais, s'ils devaient faire un emprunt, à 4%. Ça veut dire que petit à petit, en fait, le Royaume-Uni se dirigeait sur un scénario qu'on a déjà connu, nous, en Europe, avec la crise des dettes souveraines, comme l'Espagne, comme l'Italie et comme la Grèce. Évidemment, toute proportion gardée, parce que le Royaume-Uni est en meilleure situation économique. Et donc, c'est cette menace économique qui a porté une crédibilité très forte sur le programme, sur la crédibilité de Liz Truss. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en fait, la perte de sa crédibilité économique a conduit à sa chute d'intention de vote. Et les députés, évidemment, qui ont peur de perdre leur siège en vue des prochaines élections qui sont prévues en janvier 2025, il faut dire notamment qu'avec une courbe comme ça, quand Liz Truss est arrivée au pouvoir, il y avait 10 points d'écart entre les travaillistes, donc la gauche anglaise, et les Tories, donc la droite britannique. Quand au moment où elle démissionne, il y a entre 30 et 37 points d'écart au premier tour. Ça veut dire qu'en cas d'élection, si l'élection avait eu lieu dimanche prochain, Liz Truss n'aurait pu sauver que 50 sièges et on aurait perdu 340. Pendant ce temps, le Labour en gagnait 340. Et comme les députés, ce sont eux qui ont conduit à la démission de Liz Truss, on dit, si on garde Liz Truss, on va perdre notre siège, donc on dégage Liz Truss pour espérer se donner une nouvelle chance en vue des prochaines élections avec un nouveau leader. Et d'ailleurs, toi, William, tu le vois comment? Parce que quand on regarde la presse généraliste française, on nous explique que, grossièrement, finalement, c'est le Brexit qui est à l'origine de la chute de Liz Truss. Toi, comment tu le vois d'un point de vue, notamment sur les raisons économiques par rapport au mini-budget qu'elle a porté? Comment tu vois cette articulation avec le Brexit? Est-ce que le Brexit, finalement, c'est la raison ultime qui explique la dégringolade du Parti conservateur? Et sinon, quelles sont les autres raisons potentielles que tu peux voir? Justement, c'est amusant que tu poses cette question, Mathieu. Atlantico m'a posé une question lors d'un entretien ce matin. Et en fait, moi, je pose la question suivante. Si le Royaume-Uni était resté dans l'Union européenne, qu'est-ce qui aurait permis en fait, au Royaume-Uni de se sauver? Donc moi, je dis que ce qui coûte à Liz Truss notamment, c'est la question de la livre sterling, la chute de la livre sterling et de la hausse sur le rendement de la dette. Et comme le Royaume-Uni, s'ils étaient restés dans l'Union européenne, est-ce qu'ils n'avaient pas l'euro? Donc l'euro et la Banque centrale européenne n'auraient pas pu les sauver, ça n'aurait rien changé à la fois sur la livre sterling et sur la dette, dans la mesure où la BCE ne peut pas intervenir sur la dette anglaise, vu que c'est libellé en livre sterling, alors que eux, c'est libellé en euros. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est sur la question de l'inflation, notamment sur le plan énergétique, parce que Liz Truss, sur son programme, il y avait à la fois la baisse des impôts, mais également un plan anti-inflation pour soutenir les ménages sur la question énergétique. Mais quand on regarde notamment les pays européens,
en fait, les pays européens, notamment avec le marché européen de l'électricité, ont vu la hausse de leurs coûts sur l'électricité parce que sous l'impulsion de l'Allemagne, la Commission européenne a indexé le prix de l'électricité sur le gaz. Donc vraisemblablement, et c'est ce qui s'est passé en France, auquel on a à peu près un coût de production qui est à peu près entre 80 € et 150 € le mégawattheure, et les Français payent entre 800 et 1000 € le mégawattheure à cause des règles européennes. Et donc, si le Royaume-Uni était resté dans l'Union européenne, ils auraient dû suivre le marché européen de l'électricité, donc ils n'auraient pas eu une montée spécifique. Il y a un troisième point, par contre, où le Brexit aurait pu, si par cas ils étaient restés dans l'Union européenne, c'est peut-être qu'ils auraient eu des facilités pour s'acheminer des biens de première nécessité, certains biens qui auraient pu faire réduire l'inflation, non pas de façon générale, mais sur certains biens spécialisés. Et je pense que c'est là le sujet essentiel, c'est que par facilité, par manque de connaissance du Royaume-Uni, on dit c'est le Brexit, mais en vérité, c'est pas ça, parce que je vais répondre à ta deuxième question. C'est que le Royaume-Uni a choisi une stratégie qui était spécifique depuis Margaret Thatcher. Elle a choisi de désindustrialiser au bénéfice des services, et donc du coup, quand vous faites face à une crise systémique et que vous n'avez pas assez de produits sur le marché, ce qui cause l'inflation, parce que l'inflation, c'est le décalage entre la demande et l'offre, et le fait que la demande soit supérieure à l'offre notamment, est-ce que le Royaume-Uni était en capacité de produire assez de biens pour subvenir, pour remplacer les biens qui étaient amenés par l'Union européenne? C'est pas sûr, c'est le premier point. Le deuxième point sur la question de la stratégie britannique, c'est qu'en fait, sur l'énergie, leur mix énergétique est composé à 50% de gaz et ensuite après du renouvelable et d'énergie fossile. Et ce qu'on a vu, c'est qu'avec le climat, les énergies renouvelables n'étaient pas très porteuses à mesure où il n'y avait pas beaucoup de vent. Et c'est toute cette stratégie britannique qui coule à l'eau, qui coule. Et donc on peut dire c'est la faute du Brexit, etc., par facilité ou par idéologie, mais la vérité, c'est que ce n'est pas ça. Et je pense que sur le plan idéologique, Pierre, tu as un truc à rajouter. Oui, bien sûr, parce que pour moi, la débâcle, on va dire, de Liz Truss, en fait, c'est une débâcle idéologique. C'est une débâcle idéologique. Tu as très justement rappelé que elle a obtenu les votes des députés et après des votants conservateurs parce qu'elle était vue comme quelqu'un qui était fidèle à Boris Johnson. Mais après, elle a passé sa campagne pour l'élection interne en fait, a essayé de singer Margaret Thatcher, c'est-à-dire. Mais on ne peut même pas la qualifier de libérale. Je dirais que ce qu'elle défendait, c'est un ersatz de libéralisme. C'est-à-dire, elle disait, entre autres, l'État, c'est mal, les marchés, c'est bien. Mais en soi, le libéralisme, ce n'est pas ça. C'est comprendre justement qu'il y a une interconnexion entre les marchés et l'État, ce qu'elle n'a jamais voulu faire. Après, on l'a vu dans son programme économique. Son programme économique, d'un côté, elle a voulu baisser les impôts comme elle avait promis et comme elle voulait le faire, comme Margaret Thatcher a pu le faire précédemment. Mais de l'autre côté, elle donnait aussi beaucoup et elle augmentait les dépenses budgétaires en fait, du royaume. Elle donnait beaucoup en termes de combat contre l'inflation, par exemple. Donc, c'est tout ça qui a abouti donc, à un budget qui n'était pas balancé. Et donc, ça aboutit donc à la fureur des marchés, en fait, qui n'appréciaient pas cela. Et ce n'était pas du tout comparable à ce qu'on a pu connaître dans le libéralisme. Et après, je dirais, le problème aussi, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que le Parti conservateur britannique a toujours défendu. Comme tu l'as rappelé, dès 2019, quand Boris Johnson a été élu, ce n'est pas vraiment une version du thatcherisme qu'il a défendu, c'est une version beaucoup plus semblable à celle de Trump, c'est-à-dire il y avait des dépenses sociales. Mais quand Liz Truss est arrivé, on pensait donc à la résurrection justement du thatcherisme. En fait, c'est ce qui a plu à beaucoup de monde en fait, et surtout aux classiques du Parti conservateur. Mais à côté de ça, donc elle n'a pas suivi les préceptes en fait, du libéralisme thatcherien, c'est-à-dire le budget n'était pas balancé, il restait des dépenses sociales assez fortes. Et surtout, les baisses d'impôts n'étaient pas, elles servaient surtout aux riches, elles n'étaient pas en fait globales. Et c'est ça qui, pour moi, a posé un problème au niveau idéologique. Merci Pierre. Je propose qu'on termine. Oui, vas-y. Pour conclure sur cette partie-là, faire le lien entre vos deux propos, sur la question du Brexit et la question du marché, la doctrine politique et la volonté britannique, c'était faire une forme de take-back control et de sortir des contraintes et du carcan européen. Et il y avait des contraintes européennes sur un certain nombre de sujets, et le Brexit a permis de les lever.
Mais sur l'immigration, sur la politique commerciale. Mais il y a aussi des contraintes économiques qui ne sont pas du ressort de l'UE, qui sont du ressort du marché, qui sont du ressort des différentes règles. Et là où Liz Truss s'est trompée, c'est qu'elle a proposé quelque chose qui faisait fi de toutes les contraintes, de toutes les règles, alors que malgré le Brexit, il y a encore des choses qui s'appliquaient et qui posent un cadre de toute façon qu'il faut respecter, non pas de manière légale, mais juste de manière technique pour avoir la crédibilité nécessaire et s'appuyer sur le fonctionnement moderne de l'économie. Et là, c'est une erreur d'analyse qui, à mon sens, est très grave, et c'est ce qui ensuite, ce que tu as expliqué, où finalement les marchés ont repris la main et ont fait comprendre à Liz Truss qu'elle ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait en faisant des dépenses qui soient non financées, et ce qui nous permet à nous de faire le lien un peu sur la situation en France, où on voit quand même il y a des choses qui sont importantes et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Justement, je vais poser cette question à Mathieu. Est-ce qu'on ne peut pas mener une comparaison française pour terminer cette première partie, pour les auditeurs qui sont français, qui se disent « mais Liz Truss, qu'est-ce que c'est ?» etc. Je vais te poser une double question, Mathieu, et Brian, tu peux également répondre si tu veux. Est-ce que Liz Truss n'est pas Valérie Pécresse? Et en fait, est-ce que les électeurs républicains, les électeurs conservateurs britanniques ne se sont pas fait arnaquer? C'est comme s'ils avaient élu en 2019 Boris Johnson, qu'on peut comparer à Nicolas Sarkozy, et qu'ensuite, ils s'étaient retrouvés avec Valérie Pécresse. C'est la question que je vous pose à tous les deux en conclusion pour Mathieu et pour toi, Émeric. C'est une bonne question de conclusion, effectivement. En fait, ce qu'on voit, c'est que les électeurs des Républicains en France qui n'ont pas encore fait tout à fait le deuil de Nicolas Sarkozy, qui a été le leader charismatique de ce mouvement politique, finalement, on se retrouve dans une même situation aujourd'hui au Royaume-Uni, avec un leader charismatique qui a imprégné de sa ligne, de son charisme et de sa personnalité un mouvement politique, réconciliant d'ailleurs toutes les lignes du parti sous son hégémonie charismatique, plus ou moins. Et face à ça, en fait, une successeur, en l'occurrence ici, que ce soit pour Liz Truss ou Valérie Pécresse, qui vient d'une ligne qui est différente de celle du chef. Et donc pour Valérie Pécresse, c'était une ligne qui était légèrement différente de celle de Nicolas Sarkozy, tout en essayant de singer l'ancien chef, sans réellement c'est tout le problème, tout le paradoxe, sans réutiliser toutes ces méthodes, réemployer toutes ces méthodes, même si on se souvient que Valérie Pécresse avait essayé de ressortir le Karcher, etc. On voit que ça n'a pas pris. Et je pense que ça soulève une question qui est centrale, c'est pour les conservateurs comme pour les républicains, peut-on faire du Nicolas Sarkozy ou du Boris Johnson sans Nicolas Sarkozy ou Boris Johnson, finalement? Et c'est la même question que se posent les Américains avec Donald Trump. C'est la question du cycle politique. C'est-à-dire que finalement, et le parallèle marche bien plutôt entre le Parti conservateur et les Républicains en France, c'est-à-dire que vous avez, avant Boris Johnson et avant Nicolas Sarkozy, vous avez un parti conservateur républicain plutôt traditionnel, avec Jacques Chirac ou incarné par Dominique de Villepin, donc plutôt sur un électorat plutôt centriste, chrétien-démocrate, avec une certaine rigueur libérale et des doctrines, des points de force qui sont en fait la droite traditionnelle. Et ensuite, avec Boris Johnson et Nicolas Sarkozy, vous avez une rupture dans le cycle où on va aller chercher les électorats populaires, soit d'extrême droite de Jean-Marie Le Pen, soit, dans le cas de Boris Johnson, du Labour, du nord de l'Angleterre, et on va aller chercher les travailleurs manuels. Comme Sarkozy avait parlé aux ouvriers, la France qui se Exactement. etc. Et c'est finalement tourner le dos à la droite technique pour faire une droite populaire, qu'on peut appeler bonapartiste en France, mais c'est plutôt populaire, avoir un socle électoral qui est plutôt axé sur les classes moyennes et populaires, plutôt que sur les CSP+, et l'électorat qu'on dit plutôt classique de la droite. Avec Liz Truss, avec Valérie Pécresse, il y a eu un retournement du cycle où finalement les partis ont fait le choix de revenir en arrière, alors qu'ils avaient déjà en partie fait muter leur parti, leur ligne politique. Donc finalement, vous avez des électeurs, une idéologie et des personnes qui incarnent le parti qui sont en contradiction avec les derniers électeurs qui sont venus. Et donc ça crée du flou, ça crée de l'incertitude, et ça crée une forme de démobilisation, parce que vous avez des personnes qui viennent de la gauche où on leur a expliqué que finalement, maintenant, le parti, que ce soit en France ou au Royaume-Uni, allait s'intéresser spécifiquement à la question des classes moyennes et des classes populaires, et vous retournez sur un logiciel politique où Liz Truss, finalement, c'était on mise tout sur les classes supérieures, on fait beaucoup de cadeaux aux riches, et on repart sur une incarnation totalement différente. Et les électeurs sont perdus et ils ne suivent plus, et c'est normal. Et le pire, c'est pour conclure cette première partie, sur pourquoi est-ce qu'on arrive à une débâcle politique, c'est que quand tu prends cette carte, notamment, tu vois dans la carte la plus à gauche en miniature, de 2017,
et il y a celle de 2017 auquel on peut mener une comparaison. Ça, c'est la carte de 2017. Et ensuite, on voit donc un grand point rouge au nord de l'Angleterre qui est symbolisé dans la mini-carte au milieu. Ensuite, on voit que Boris Johnson récupère une grande partie des électeurs ouvriers, etc., du Nord. Et ensuite, ces électeurs-là n'étaient pas vraiment en phase avec Liz Truss parce qu'elle incarnait pas vraiment ce que portait Boris Johnson, et ce qui s'est symbolisé par ça. Une chute brutale, parce qu'en fait, à la fois, les électeurs populaires ne sont pas convaincus parce qu'on leur a vendu Johnson et ils se terminent avec Liz Truss. C'est pour ça que je menais la comparaison entre Sarkozy et Valérie Pécresse. Et ensuite, les électeurs sur lesquels Liz Truss se capitalisait, c'est-à-dire les électeurs CSP+, catégorie supérieure, se sont eux-mêmes barrés parce qu'il y avait une perte de crédibilité économique, et c'est pour ça qu'on peut mener une comparaison avec Pécresse. Perte de crédibilité économique et les taux d'intérêt qui sont remontés, donc les propriétaires et toutes les classes moyennes supérieures, ils ont dit stop, 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 on a un crédit à rembourser pour la baraque, c'est mort. Et donc, tu perds des deux côtés. Tu perds à la fois les électeurs populaires, et c'est ce qui se conduit donc à 20% chez Liz Truss et moins de 5% en France. Voilà. Mais du coup, ça nous amène à la deuxième question. C'est face à ce désastre annoncé pour les conservateurs. Il faut rappeler qu'en 2019, au moment du Brexit, Boris Johnson obtient la plus large majorité depuis Margaret Thatcher dans les années 80. Et maintenant, comment et quel leader les conservateurs vont-ils mettre pour essayer de regarder les prochaines élections qui sont prévues à l'heure actuelle en janvier 2025? On peut supposer tous ensemble que le prochain leader conservateur ne va pas provoquer d'élection générale, parce que ce serait une catastrophe, la plus cata. Pour donner, je ne sais pas si on a les projections, mais ça donne à peu près 500 sièges pour le Labour, donc plus 350 par rapport à 2019, et les conservateurs en obtiendraient 50, c'est-à-dire moins 340. C'est-à-dire qu'ils perdraient quasiment tout. Je pense qu'ils doivent sauver quelques circonscriptions dans les quartiers les plus huppés. Alors pour vous, notamment Ali Aymeric, je vais peut-être commencer par toi. Pour toi, c'est quoi le bataille qui se joue au sein du Parti conservateur? Il y a quand même 3 personnes qui sont annoncées comme candidats, donc je les rappelle. Il y a Rishi Sunak, qui avait déjà affronté Liz Truss il y a quelques semaines, quelques mois, et qui avait perdu au second tour contre Liz Truss. On parle d'un éventuel retour de Boris Johnson. Et la 3e candidate, c'est Penny Mordaunt, qui s'était déjà présentée, qui avait fini déjà 3e il y a quelques mois, en juillet dernier. Le rapport de force, et je vais juste vous uploader un visuel, comme ça vous aurez à la fois les projections en termes de parrainage. C'est clairement Rishi Sunak qui est favori, ça, il n'y a pas de doute. Et la question se joue plutôt, on va aller vers un dualisme, vu que le délai est très très court, hein, ça va être décidé à la fin de la semaine prochaine. Ça va être très rapide finalement en termes de décision. Il va y avoir un effet, ce qu'on appelle plutôt de concentration. Et justement, peut-être, avant que tu parles de succession, peut-être qu'on va demander à Pierre de nous expliquer les règles qui sont ultra spécifiques, parce qu'il y a quand même une question qui interroge. C'est qu'en juillet dernier, Boris Johnson démissionne, je crois, première semaine de juillet ou deuxième semaine de juillet. Ouais. Il fallait attendre jusqu'à septembre pour désigner un leader. Et là, comment les conservateurs vont pouvoir désigner un leader en une semaine? Parce que l'histoire, ça dit que son successeur serait le 28 octobre. Surtout ce qui est en un point, je te laisse la parole, Pierre, le processus de désignation du successeur de Boris Johnson, donc Liz Truss, a mis plus de 50 jours. Ouais. Et le mandat de Liz Truss a duré moins longtemps que le processus de désignation. Ouais. Donc pour moi, ils vont faire une semaine, et on espère que le type qui sera désigné va tenir plus d'une semaine après, parce que là, ça devient risible quand même comme situation. Ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs. Ah non, c'est partie de leur sujet d'inquiétude. Parce que Rishi Sunak et Boris Johnson sont sous le coup d'investigation des comités. Boris Johnson pour les affaires du Partygate, et Rishi Sunak parce sa femme bénéficiait d'une exemption fiscale et ne payait pas d'impôts au Royaume-Uni. Donc là, on est quand même... Le type peut tomber en moins d'une semaine. Donc là, ils sont... Le temps qu'Aymeric nous mette le rapport de force. Pierre, est-ce que tu peux nous rappeler les règles électorales et comment les conservateurs vont désigner leur candidat, enfin leur prochain Premier ministre? Et surtout, peut-être que tu vas pouvoir répondre à une question que je vais poser aussi à Mathieu, le temps qu'Aymeric mette à jour. C'est est-ce que c'est pas profondément antidémocratique quand même de désigner un leader comme ça? Mais d'abord, Pierre, sur les règles. Non, bien sûr, oui, tu as raison, ça sera très court. Le processus doit, soi-disant, durer une semaine, ce qui est très court quand on compare à l'élection interne de l'été dernier.
Ça peut s'expliquer par justement la gronde des députés en fait conservateurs qui ne veulent pas perdre en fait leur siège et qui surtout ils en veulent beaucoup surtout donc aux adhérents du parti qui ont choisi donc Liz Truss. Pourquoi? Parce que c'est de singer Margaret Thatcher. Elle activait donc un espèce de libéralisme qui leur a plu énormément. C'est pour ça qu'ils ont voté pour elle. C'est pour ça, cette semaine, qu'on a eu beaucoup de députés qui disaient justement, j'espère que les adhérents, j'espère que certains députés sont fiers d'avoir préparé ce débat, d'avoir mis cette horreur, en fait, au 10 Downing Street. Donc voilà, c'est ce qui explique, en fait, la rapidité. En fait, pour te dire, donc, Liz Truss a annoncé sa démission jeudi. Il a été annoncé jeudi que justement, si si un candidat voulait se déclarer, en fait, il devait obtenir 100 parrainages de députés avant lundi. OK, sachant donc quand on regarde donc les rapports de force, le nombre de députés, ça veut dire qu'au maximum, on pourra avoir 3 candidats déclarés donc lundi. Ils ont 357 députés sortants. Voilà. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et chaque député ne peut donner qu'une seule voix, donc c'est pour ça, oui. Donc maximum 3 candidats, mais vraisemblablement, ce sera 1 ou 2. Et donc lundi, s'il y a plusieurs candidats, ce sera aux électeurs, en fait, aux adhérents conservateurs, donc un peu moins de 170 000, de se prononcer en fait dans un sondage. Oui. Je t'arrête parce qu'il a même rajouté une autre règle. Je ne sais pas si Aymeric peut la mettre. C'est-à-dire que les députés peuvent se mettre d'accord pour éliminer un candidat du deuxième tour, s'il y en a 3. Les députés peuvent se mettre d'accord pour éliminer le troisième type. C'est-à-dire que, je prends un exemple, là, Aymeric a mis la liste des parrainages, qui a un petit peu évolué, mais on a à peu près le rapport de force. Rishi Sunak en a 123. Si Boris Johnson obtient les 28 manquants, il a les 100. Et Penny Mordaunt avait déjà obtenu 100 parrainages la dernière fois, donc il est peut-être possible. Mais ce sera plus difficile. Hein. Ce sera plus difficile pour Penny. Il y avait les voix de Johnson notamment, qui s'étaient partagées entre Liz Truss et Penny Mordaunt. Mais si ils sont 3 à avoir plus de 100, les députés peuvent voter pour éliminer un des 3. Oui, j'allais y arriver. Ça montre véritablement la détresse en fait du parti des conservateurs, c'est-à-dire ils veulent aller au plus vite et donc tourner la page Liz Truss le plus rapidement possible en fait. Et ils veulent s'éviter une guerre civile en fait au sein du parti et ils veulent s'éviter donc une débâcle annonce qui est annoncée pour les prochaines élections qui seront encore bien pire s'il y avait une dissolution. Donc voilà, ceci explique cela. Donc en fait, si lundi, on n'a qu'un seul candidat qui a plus de 100 parrainages, donc le processus s'arrête, il devient Premier ministre dès lundi. Mais s'il y a plusieurs candidats, donc il y aura évidemment élimination si on a un troisième, mais après, donc s'il y a plusieurs candidats, ce sont les adhérents du parti qui vont se prononcer en ligne, en fait, dans un suffrage express pour désigner donc le nouveau Premier ministre qui devrait être désigné donc maximum vendredi prochain. Ok, merci Pierre. Mais Mathieu, je vais te poser une question. Toi, tu suis un peu moins la politique britannique qu'Aymeric et Pierre, mais justement, tu es le plus indiqué pour répondre à cette question. Est-ce que tu ne trouves pas ça antidémocratique que ce soit 350 personnes qui désignent le Premier ministre et peut-être s'ils vont devant les électeurs, ce qui n'est pas sûr, parce qu'ils peuvent éliminer des candidats du second tour, que ce soit 170 000 personnes qui désignent le Premier ministre et qui changent comme ça. Et je rajouterai un élément sur les 170 000 qui doivent choisir le Premier ministre. Il y a déjà le fameux comité 1922 qui a déjà écarté 20 000 militants du vote, dans la mesure où ils n'avaient pas fourni une adresse mail. Donc, on n'est plus à 170 000, on est à 150 000. Et on avance de plus en plus. Là, j'ai l'impression, comme le dit Pierre, que là, les députés essaient de reprendre la main sur le choix de nomination. Là. Bientôt, ils vont finir au vote censitaire et à 50. Vote censitaire qui d'ailleurs était une tradition du système politique britannique au 19e et puis même jusqu'au 20e siècle. Mais effectivement, ce qui est un peu choquant d'un point de vue français, moi je ne suis pas trop la politique, comme tu l'as dit, britannique, mais c'est et on est tous effarés de ça, c'est Liz Truss, par exemple, elle a été désignée par, comme tu dis, 0,02% finalement de la population britannique. Elle a tenu 40 jours. Et d'ailleurs, et c'est d'ailleurs ce qui a été remonté dans les différents papiers de la presse, c'est elle peut prétendre aux indemnités de Premier ministre qui sont de l'ordre de 130 000 € annuels. Alors, on ne sait pas si elle les touchera ou pas, hein, mais ça paraît assez
affligeant quand on est nommé par 0,02%, faire 40 jours et puis potentiellement toucher du contribuable britannique plus de 130 000 euros annuels, alors qu'il y a des sujets qui sont très importants au niveau des fonctionnaires, au niveau de la population, finalement. Tu oublies un point, c'est que non seulement elle va coûter ses 130 000 livres par an, et en plus, avec la chute de la livre sterling, elle a fait perdre des milliards de livres à une partie de l'économie britannique. Donc, je pense que son mandat était l'un des mandats les plus onéreux de l'histoire du royaume. C'est d'ailleurs l'argument des travaillistes, qui, eux, veulent une élection générale. Ils disent la guerre interne des conservateurs a mis une instabilité politique dans le pays qui est ingérable et en plus a fait perdre des millions de livres aux Britanniques. Il faut que ça s'arrête, il faut des élections et puis il faut revenir à zéro parce qu'ils vont nous couler le pays alors qu'ils disent que eux, économiquement, ils sont crédibles contrairement aux travaillistes. Et finalement, c'est les conservateurs qui ont ruiné les économies des travaillistes, enfin des Britanniques avec leurs prêts, etc. Donc, c'est d'ailleurs poser question avec justement la personne de Sunak qui est vu comme plutôt quelqu'un d'austéritaire qui est sur les registres. On garde ça après, tu vas en parler en dernière de Sunak. On va d'abord revenir sur parce que du coup, Aymeric, je vais te poser la question. Tu vas nous expliquer le rapport de force. Donc, il y a les deux photos de Rishi Sunak et de Boris Johnson. Je vais remettre les parrainages. Pour toi, Aymeric, c'est quoi les clés de cette élection? Et ensuite, après, on reviendra sur le profil de chacun. Enfin, on va surtout se concentrer sur Rishi Sunak et puis après Boris Johnson. Mais pour toi, c'est quoi les clés de cette élection, toi, Aymeric? En sachant qu'on a vu que les députés essayaient petit à petit de reprendre la main et qu'ils se disent que les militants, les pauvres militants, n'étaient pas vraiment les meilleurs pour faire le choix. Il faut garder à l'esprit que le Parti conservateur est très divisé. Depuis le Brexit, globalement, personne n'est d'accord avec personne. Il y a des revirements de camp. Il y a ceux qui étaient pour le Leave, ceux qui étaient pour le Remain. Au sein du Parti conservateur, maintenant, il y a presque une chasse aux sorcières à ceux qui étaient contre le Brexit. Donc, ceux qui étaient hier contre le Brexit sont aujourd'hui pour le Brexit, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont inclus dans les alliances et les rapports de force internes de ceux qui ont mené le combat. Donc, il y a une vraie division sur cette question-là. Ensuite, il y a eu la question où finalement, cette question-là du Brexit a été un peu dissoute par Boris Johnson parce qu'il a réussi à rendre concrète la promesse du Brexit. Et on est passé sur d'autres clivages qui étaient plus les pros et les anti-Johnson, notamment avec la crise sanitaire qui a divisé beaucoup. En plus, il y a eu les scandales de Boris Johnson sur ce qu'on appelle le Partygate. Et donc là, il y a eu une nouvelle fracture au sein du Parti conservateur entre ceux qui disaient c'est inadmissible, il faut sortir Boris Johnson parce qu'il va nous faire perdre des élections à cause de ces scandales, et ceux qui disaient Boris Johnson, c'est celui qui nous a fait donner le plus de postes aux dernières élections générales. Si on le sort, on sait le produit qu'on a, on ne sait pas avec qui on se retrouve, et vraisemblablement, ils ont eu raison, puisqu'ensuite, ils ont eu Liz Truss, et certes, Boris Johnson était sur une voie un peu descendante en termes de sondage, ce qui est à peu près classique quand on est en responsabilité, mais il n'avait pas touché le fond, justement, a réussi à faire. Le clivage aujourd'hui, il est là, c'est finalement, est-ce que les conservateurs se disent bon, Boris Johnson, qui est plutôt minoritaire dans le parti, puisqu'il s'est fait putcher, donc ce qu'on voit en termes de parrainage, c'est qu'il n'est pas favori. Est-ce qu'ils font le choix de dire... Sur les parrainages, tu as un élément qui est intéressant, Aymeric, c'est qu'il y a 148 personnes qui ont signé la motion de défiance contre Boris Johnson, et Rishi Sunak a 140 parrainages. Ah, voilà. Le Ouprou, voilà. Donc, Boris Johnson n'est pas revenu en odeur de sainteté en moins d'un mois. Il y a toujours ses détracteurs au sein du parti. Mais la question qui se pose pour les députés, c'est est-ce qu'on fait le choix de remettre Boris Johnson, avec qui on a des différends, etc., mais qui nous assure un socle minimal aux élections, ou est-ce qu'on continue le cycle de renouvellement et on laisse sa chance à Rishi Sunak, qui était en compétition avec Liz Truss et qui maintenant bénéficie d'une certaine aura, puisqu'il avait prédit avant l'heure la catastrophe Liz Truss. Moi, j'ai un avis un peu divergent du tien. Moi, je pense, et c'est ce que montrent les derniers sondages qui sont sortis aujourd'hui, donc je ne sais pas si tu les as vus, c'est YouGov qui les a sortis. Ils ont fait une modélisation pour les Britanniques qui serait le meilleur candidat en vue de l'élection de 2025. Et sur les premiers sondages, donc avant l'hypothétique retour de Boris Johnson,
Sunak était devant Boris, c'est-à-dire qu'il avait que 7 points d'écart contre Stramer. Et là, maintenant, ça s'est croisé. En fait, Boris est meilleur. Boris est meilleur et donc du coup. Boris est peut-être meilleur pour gagner l'élection. Est-ce que pour autant les députés en voudront? En fait, c'est ça justement la question. De ce que j'ai compris au Royaume-Uni, ils ne sont pas sur une question de gagner ou pas les élections. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de mener une étude sur quelles sont les circonscriptions d'origine des députés qui soutiennent Sunak. Et vraisemblablement, c'est les circos les plus riches et les endroits habituels où les Tories gagnaient tout le temps, alors que les soutiens de Bojo sont plutôt, c'est dommage, c'est plutôt dans le nord, dans les nouveaux, etc. Et en fait, il y a un clivage à la fois sur le fait que des types qui ne peuvent pas supporter Boris Johnson, mais comme il y avait des types à LR qui ne pouvaient pas supporter Sarkozy, qui ne pouvaient pas le blairer, parce qu'il faisait populaire, populiste, il n'était pas comme chez eux, c'était pas un grand bourgeois, quoi. C'était pas un vrai conservateur, c'était pas possible de le mettre là. Et donc ils veulent à tout prix le flinguer. Mais quand on regarde les votes, et en fait on peut regarder avec, parce que les Britanniques sont encore plus doués que nous, donc ils suivent tous les votes depuis le début. Il y a des types qui de toute façon, même avant 2019, ils votaient déjà contre Johnson tout le temps. Donc il y a des types qui lâcheront pas, ils veulent l'éliminer, c'est tout. Donc il y a une question, il y a une bataille idéologique entre les deux, il y a une bataille. Et c'est marrant parce qu'en fait, pour battre Johnson, ils ont pris le protégé de Johnson, mais Mathieu, il reviendra plus tard sur la partie, notamment sur Sunak. Et donc, du coup, la guerre, c'est à la fois la ligne plutôt establishment, qui incarnait Theresa May, David Cameron, et désormais maintenant Rishi Sunak, Rishi Sunak a changé, hein, il est passé du Leave à une position très orthodoxe. On a l'impression d'entendre Jean-Claude Trichet de la Banque Centrale Européenne, tellement il est orthodoxe, le type, face à Boris Johnson, qui porte une ligne beaucoup plus populaire, voire populiste. Et c'est là le grand clivage entre les deux. On pouvait penser, et on en avait parlé un peu tous les deux, Émeric, que les types s'étaient dit, bon, en fait, on ne va pas mettre Boris, parce que Boris a des scandales, et que Rishi Sunak est nouveau, donc on va mettre un truc nouveau. Mais les derniers sondages, et on verra si ça se reflète sur la question des candidatures, montrent que quand les sondeurs britanniques font des match-up entre Sunak contre Stramer, le leader du Parti travailliste, Boris Johnson contre Stramer et Penny Mordaunt contre Stramer, c'est Boris Johnson qui obtient les meilleurs scores. À la fois sur qui sera le meilleur Premier ministre et qui récolte le plus de voix. C'est plutôt bon. Et avant son retour... Boris Johnson était coulé par des scandales, notamment avec la gestion du Covid, mais quand on regarde dans l'opinion britannique, il y a une rupture avec le décès de la reine qui, je pense, à mon sens, fait oublier les scandales précédents et marque un changement d'air, un changement d'époque. Et c'est comme si Boris Johnson repartait à zéro et ne sera pas coulé véritablement par ces scandales. Et je suis d'accord avec toi, c'est que il est un peu sauvé par ça, et que finalement, je ne pense pas qu'on ira lui ressortir les scandales et la gestion du Covid, parce que les Britanniques sont projetés vers l'avenir. Maintenant, ils ont changé d'époque, et c'est ce qui peut-être peut le sauver pour son retour. Et tu peux rajouter un point sur Boris, c'est est-ce que la crise sanitaire n'a pas été la grande lessiveuse à leader populiste, Donald Trump, Matteo Salvini, Luigi Di Matteo en Italie, et donc du coup Boris Johnson. Est-ce que la fin de la crise sanitaire ne c'est pas le retour du cycle populiste? L'arrivée au pouvoir de Meloni hier a été intronisée hier, elle a prêté serment. Tu as vraisemblablement les Républicains, et on en parlera, Émeric et Pierre notamment, dans les prochains lives, les Républicains vont vraisemblablement faire un bon succès aux élections de mi-terme, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques semaines. Quelques semaines, ils étaient plutôt en difficulté, mais là, ils ont remonté la pente. Est-ce que ce grand succès des Républicains ne va pas inaugurer le retour de Donald Trump? Et ensuite, après, est-ce que la fin de la crise sanitaire ne va pas permettre le retour de Boris Johnson? Je prends un élément, pour l'instant, les bookmakers mettent plutôt Rishi Sunak devant, et on en parlera, mais regarde la courbe à la fin qui est intéressante. Il y en a un qui remonte un petit peu là dans les derniers jours. Donc il était monté très haut au début. Ensuite, après, ça a un peu baissé. Je pense qu'on aura une affaire de politique interne, etc. Parce qu'il y a quand même une affaire de magouille dans cette affaire où chacun appelle tout le monde parce que tu as une affaire où les députés peuvent éliminer le troisième. Donc c'est là qui pose un peu la question. Mais se pose la question du retour de Boris Johnson. Ce qui peut être intéressant pour nous, et notamment pour les Français et pour les personnes qui nous écoutent, c'est est-ce que Boris Johnson va changer ou pas? Et c'est la grande question que les Britanniques se posent. Est-ce qu'il va être capable de tourner le dos à son style de management, au fait de mentir bêtement? C'est pas sa ligne politique qui l'a coulé, c'est toutes ces conneries. Non, mais toi, c'est les excès. Justement, vous, comment vous analysez? Plutôt, pour vous, c'est quoi les conditions de son retour pour s'imposer, pour croiser la courbe avec Rishi Sunak?
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Mais c'est possible, je pense. Parce qu'il incarne quelque chose que Sunak n'incarne pas, c'est-à-dire le chef, le fin politicien aussi, parce que même si, et c'est le problème aujourd'hui, et même si les apparatchiks du Parti conservateur le voient comme plutôt quelqu'un de populiste qui n'est pas entièrement donc thatcherien, qui n'est pas entièrement libéral, ce qui déplaît dans le parti, c'est vu comme quelqu'un qui justement est habile, qui arrive à tout faire passer. Et justement, il est vu comme le champion du Brexit. Il est vu comme un capitaine d'un bateau en fait qui navigue en pleine tempête. Il est capable de faire ça et il conserve cette bonne image en fait auprès des Britanniques. Et là-dessus, pour moi, il y a un paradoxe dans les conditions de retour de Boris Johnson, c'est que au début, on pense à Boris Johnson plutôt pour sauver les intérêts du Parti conservateur et de sauver les postes, alors que lui, son axe de retour pour s'imposer, c'est pas de venir sauver le Parti conservateur, mais c'est de revenir plutôt venir sauver le Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il y a une période de transition catastrophique, que le Royaume-Uni est dans une situation qui est plutôt compliquée, même à l'échelle internationale, où on n'entend plus trop le Royaume-Uni, que ce soit sur la question de l'Ukraine, alors que Boris Johnson était très proactif à l'époque. Hein. Ils ont disparu. Le départ de Johnson, ils ont disparu. Sur les alliances, le projet Global Britain, on voit que l'Australie maintenant refait appel peut-être à la France pour construire ses sous-marins. Donc en fait, toute la stratégie qui avait été construite par Boris Johnson est en train de s'effondrer. Et l'axe pour Boris Johnson de s'imposer, c'est finalement non pas être sur une élection de parti à séduire les élites, mais de s'imposer par la base en offrant une perspective au peuple britannique et un retour du roi et l'appel des 100 jours. Tu as une question essentielle pour Boris Johnson, parce que c'est la question qu'on a posée dans cette deuxième partie. Est-ce que Boris Johnson peut revenir? Il a plusieurs conditions. La première, c'est d'avoir les 100 parrainages. Actuellement, ce qu'on dit, c'est qu'il n'est pas certain de les avoir. Il n'est pas certain de les avoir. Hein. Il n'est pas certain de les avoir pour l'instant. Il est à 75-80, mais pour l'instant, il ne les a pas. Ouais. Même si son camp dit qu'il les a et que c'est qu'une affaire de temps avant que ce soit officialisé. Mais pour l'instant, publiquement, il ne les a pas. Selon le décompte, il y en a 75-80. Tu as une deuxième condition, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait un troisième qui obtienne les 100 parrainages. Donc, il ne faut pas que Penny Mordaunt les obtienne. Parce que si Penny Mordaunt les obtient et que Rishi Sunak les obtient et que lui les obtient, les députés de Rishi Sunak et de Penny Mordaunt peuvent éliminer Boris Johnson au deuxième tour. Bien sûr. Et ensuite, mon hypothèse de retour, c'est qu'il faut qu'il arrive dans un face-à-face avec Rishi Sunak. Et contrairement à ce qui a été vendu initialement et ce qui était pensé par les médias britanniques, il ne faut pas qu'il revienne non pas pour sauver les intérêts des conservateurs, mais qu'il rejoue le clivage élite contre peuple. Et moi, je pense qu'il se dirige petit à petit dessus. Et s'il joue le clivage, et on va y arriver, c'est la question qu'on va être posée en troisième, et s'il rejoue le clivage dessus, auprès du vote des militants, il peut s'imposer. Et c'est là tout le sujet de Boris Johnson. C'est sous quelles conditions il va revenir, sous quel style. Et je pense que petit à petit, en fait, il est en train de revenir à l'esprit originel de 2019 qui a fait son succès avec Take Back Control, Get Brexit Done et Global Britain, et se dira que lui arrivera à faire rayonner de nouveau le Parti conservateur et être capable de faire rayonner de nouveau la Grande-Bretagne dans le monde et d'être surpassé les questions économiques. En plus, sur les questions économiques, il a plutôt la bonne ligne, mais on en parlera après, c'est-à-dire qu'il est moins orthodoxe que Rishi Sunak, notamment pour lutter contre l'inflation. Le sujet essentiel est celui-là. Pour que Boris Johnson passe, il faut qu'il arrive à passer outre les élites qu'il avait déjà bloquées, si on se rappelle bien, en 2016 contre Theresa May. Et c'est là le sujet essentiel. Actuellement, on ne le sait pas. Vraisemblablement, s'il arrive à passer cette étape-là et qu'il arrive devant le vote des militants, si par cas, il ne trafique pas en rayant des noms, des mails, etc., ce qui n'est pas exclu à l'heure actuelle, moi, je pense qu'il l'emportera. Mais c'est aussi la question qui intéresse les gens. Pour vous, qui va l'emporter? C'est la première question que je vous pose à chacun. Et surtout, pour vous, qui serait le meilleur ministre pour le Royaume-Uni? À la fois pour le Royaume-Uni, la question qui vous est posée, mais également pour nos intérêts à nous. Ce qui n'est pas forcément la même chose. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut commencer Allez, Pierre, tu as l'air parti. Je peux commencer, Donc non, par rapport à ça, mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il doit jouer sur la ligne plus vers le peuple, c'est-à-dire se sortir en fait des guerres internes en fait au niveau du parti. Et ça va être aussi quelque chose à faire parce que après, donc on voit qu'il y a des fortes oppositions à Boris Johnson, surtout en Écosse. Il faut dire qu'en Écosse,
le dernier sondage sur l'indépendance qui a été réalisé donne 49% de oui à un potentiel sondage sur l'indépendance de l'Écosse. Ils sont très virulents contre le retour de Johnson. C'est-à-dire, ça va être aussi un thème, je pense, garder l'unité, faire la grandeur de la Grande-Bretagne, ce qui n'est pas du tout un thème défendu par Rishi Sunak, en fait. Après, donc, potentiellement, je dirais pour la Grande-Bretagne, Boris Johnson sera un meilleur Premier ministre que Rishi Sunak. Pourquoi? Parce que justement, il a à cœur, en fait, de défendre la Grande-Bretagne, de défendre la nation, en fait. Ce que Rishi Sunak, semblerait-il, ne cherche pas à faire. C'est-à-dire, il veut rétablir l'équilibre budgétaire, il veut rétablir, en fait, la santé économique du pays. Mais les Britanniques ne veulent pas ça entièrement. On l'a vu, il y a eu un rebond de nationalisme, un rebond d'amour pour la monarchie avec le décès d'Élisabeth II. En ce moment, je reste persuadé qu'un des thèmes principaux pour les Britanniques, c'est donc justement la grandeur du pays, l'unité du pays, quelque chose qui pourrait être mis à mal si justement Rishi Sunak arrivait donc au pouvoir et justement défendait les intérêts économiques et les intérêts des marchés plutôt que les intérêts des Britanniques qui, certains d'entre eux, doivent survivre avec 150 livres de retraite par semaine. Et donc, ça a été un thème de les dernières semaines, c'est-à-dire les travaillistes de demander à Liz Truss comment dire, d'augmenter les pensions en fait vis-à-vis de l'inflation, ce qu'elle a toujours refusé de faire. Et ça participe au fait qu'elle était très mal vue, en fait, qu'elle a fini avec 10% d'opinion favorable dans la population, ce qui est quand même le score le plus pitoyable d'un Premier ministre depuis que de tels sondages existent. Donc voilà. Après, pour nous, pour les Français, je pense que Rishi Sunak serait peut-être meilleur. C'est ça le problème. C'est-à-dire, Boris Johnson serait bon pour les Britanniques parce il chercherait à défendre les intérêts britanniques. Et Rishi Sunak un peu moins. Donc, c'est pour ça que pour nous, avoir Rishi Sunak qui, justement, cherche la bonne santé budgétaire et la bonne santé des marchés et l'amitié, en fait, entre les pays, serait plus intéressant que d'avoir un Boris Johnson qui ne va pas tergiverser, qui ne va pas, en fait, se coucher lors d'accords commerciaux, par exemple, qui va chercher donc à imposer donc la grandeur britannique à nouveau. Merci Pierre. Et pour toi Mathieu, c'est quoi pour toi qui va l'emporter? C'est quoi? Comment se joue le match? Et quelles sont les qualités notamment de Rishi Sunak? Et pour toi, quel serait le meilleur Premier ministre pour le Royaume-Uni et surtout pour nous? Donc sur l'ensemble de ces sujets, moi je pense effectivement qu'au vu du timing de l'élection qui est complètement antidémocratique, je pense que le favori étant Rishi Sunak, il va bénéficier d'un phénomène autour de sa personne puisqu'il est désigné favori pour battre et les travaillistes, le travailliste et Boris Johnson. Il va bénéficier de ce phénomène de concentration. D'autant plus qu'il avait déjà, sur la mémoire politique plus à court terme, il avait déjà alerté sur le scandale Liz Truss et les difficultés de gouvernement en critiquant ouvertement son programme économique. Donc, il avait même parlé de Fairy Tales, de contes de fées, en parlant exactement. Ouais, c'était évidemment pas du tout tenable pour lui. Et puis en plus, avec cette idée que Liz Truss ne pourra jamais appliquer le programme thatchérien et la ligne de 79-80 au Royaume-Uni tel qu'il est aujourd'hui. Donc, pour ça, les faits à court terme lui donnent, je trouve, un peu plus raison. Par contre, pour ce qui est de projeter le Royaume-Uni dans le monde et les grandes mutations du 21e siècle, il est clairement en retard vis-à-vis de Boris Johnson, dans la mesure où il n'a pas intégré un certain nombre de mutations. Son programme économique dont on a parlé d'austérité budgétaire est un programme néolibéral très classique qui ne parle plus aux Britanniques depuis la crise sanitaire, depuis le besoin en matière de dépenses publiques, surtout, comme vous l'avez dit, sur les électorats plus populaires qui ont besoin de services publics. On a vu quand même un service public de santé au Royaume-Uni qui est quand même structurellement plus défaillant que dans la majorité des autres pays d'Europe occidentale. Donc là-dessus, Rishi Sunak, il y perd. Ensuite, après,
il y a un troisième point qui est ses affaires personnelles. C'est-à-dire que, et ce qu'il incarne en fait personnellement. C'est une personne, comme on l'a dit, qui a été propulsée par Boris Johnson, qui a fait campagne pour le Brexit, donc, contre l'Union européenne en 2016-2017, qui a été remercié par Boris Johnson sur ce sujet-là, puisqu'il a pu avoir le secrétariat d'État au logement, puis, in fine, le ministère des Finances, ce qui est quand même un poste clé au Royaume-Uni et dans toutes les démocraties. Et malgré cela, il n'a pas fait preuve de reconnaissance vis-à-vis de celui qui l'a porté au nu, puisqu'il a critiqué au tournant avant la crise sanitaire le manque de sens politique de Boris Johnson. Oui, on l'accuse même d'être responsable de la chute de Boris Johnson et d'avoir provoqué ça. Pour arriver à avoir provoqué la chute de Boris Johnson. Et ça, est-ce que les électeurs conservateurs lui pardonneront ? Je ne pense pas, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, en plus, qui incarne la politique politicienne telle qu'elle était faite en fait avant la révolution Johnson, avant la révolution. Moi, je pense que tu arrives sur le bon point, sur la différence, c'est celui-là, parce que finalement, sur le programme économique et sur les termes de politique publique, il y aura des petites différences, mais le cadre a tellement été pété par Liz Truss que finalement, le cadre va s'imposer à tous, que ce soit Rishi Sunak ou Boris Johnson. Vraisemblablement, les réformes vont aller dans le même sens, avec quelques aménagements et un storytelling et une symbolique qui sera différente dans le cas de Johnson pour un peu plus parler à l'électorat populaire. Mais le cadre va être à peu près identique. C'est plus sur la question symbolique et de l'incarnation et comment le Royaume-Uni fait pour rayonner dans le monde. Et là-dessus, Boris Johnson, il a déjà prouvé qu'il était capable de discuter avec du Trump, de s'opposer à du Poutine, de peser sur les questions ukrainiennes. Et c'est là où il y a une incertitude avec Rishi Sunak, c'est que c'est un banquier d'affaires. On peut on peut accepter qu'il ait une certaine crédibilité économique, que techniquement il soit bon, mais est-ce qu'il est capable de s'imposer dans un climat qui est de plus en plus difficile, avec une situation qui est tendue en Europe, qui est tendue en Chine avec Taïwan, où vraisemblablement on va vers quelque chose de très conflictuel. Est-ce qu'il est capable d'incarner ça, de défendre les intérêts des Britanniques et de montrer aux Britanniques que c'est the good boys pour faire le job. Et là-dessus, c'est plus contestable, d'autant qu'il y a la question des valeurs, où il incarne un peu le traître. Et il y a quand même une idée, surtout auprès de l'électorat populaire et dans la mythologie générale, où le chef qu'on choisit, il doit être exemplaire, il va au combat devant et pas derrière. Et c'est ce qui fait chuter Boris Johnson, c'est que finalement, les Britanniques étaient derrière parce qu'ils disaient, bon, ben, on nous demande des sacrifices, mais Bojo, il est comme nous, lui aussi, il se serre la ceinture, et puis il va... Justement, il a chuté quand il n'était plus comme eux. Exactement, il va en première ligne pour défendre nos intérêts, il prend les coups pour nous, et au moment où ils ont compris qu'en fait, il ne prenait pas les coups pour eux, mais qu'il faisait des soirées pendant le confinement, il s'est effondré, le type. Et la question, elle est plutôt là, à mon sens. Qui de Boris Johnson ou de Rishi Sunak va être capable d'être le plus comme les Britanniques, de se battre pour eux et de montrer que lui-même fait des sacrifices pour relever le pays la tête de l'eau. Et la question que je vous pose parce que j'allais dire justement, effectivement, dans l'incarnation, tu as aujourd'hui Rishi Sunak qui a demandé une entrevue avec Boris Johnson samedi soir, justement pour parler potentiellement, alors je sais, j'ai pas les tenants et aboutissants, peut-être justement William, tu voudras en dire un mot, mais d'un projet de candidature commune et qui a été refusé donc, par Boris Johnson. Et qu'est-ce que lui a dit, qu'est-ce que lui aimerait faire Rishi Sunak? Je pense qu'il essaye de se rapprocher, il a essayé en tout cas de se rapprocher de Boris Johnson pour incarner ça au moins de manière transitoire vis-à-vis de l'électorat Bojo compatible, mais que là encore, son incarnation de traître, finalement, ça peut se prendre la main pour faire oublier la question de la traîtrise. Et on va arriver à la dernière question. Pour vous, qui va gagner? Le Premier ministre de la Grande-Bretagne le lundi 28 octobre. Enfin, le vendredi 28 octobre. Ça va être serré. L'histoire du retour de Boris Johnson me plaît bien. Parce que dans la mythologie même française, la question des retours, c'est quelque chose d'un peu symbolique. Et je trouve que l'histoire serait belle pour rattraper un peu la situation a posteriori.
Rishi Sunak est jeune, il aura le temps, en fait, d'être. Je pense qu'il a compris que c'était The Last Dance pour lui. Ouais, s'il n'est pas maintenant, il ne le sera jamais. Mais... Il joue sa dernière cartouche, en fait. Mais est-ce qu'il est en capacité d'incarner le sursaut du Parti conservateur? Je pense que les Britanniques voient plutôt la question du sursaut dans Boris Johnson. En tout cas, il l'incarne, vu qu'il a déjà prouvé avec le Brexit, la lutte contre les fatalités. Est-ce que Rishi Sunak est capable d'incarner ça? Je pense que c'est là où il a un gros déficit. Toi, Pierre, tu mises sur qui? Moi, je verrais sur Sunak, parce que je suis d'accord avec vous. C'est sa première et sa dernière cartouche, on va dire. Et il est favori. Il est très grand favori. Il est très en favori. Et puis la chance qu'il a par rapport à Johnson, c'est qu'il a une cote de popularité qui est beaucoup plus importante au sein du parti. Donc, il sait lui-même, Sunak sait très bien que c'est maintenant ou jamais, parce que. C'est différent. Oui. Sunak est plus populaire auprès des Britanniques, mais auprès de l'électorat conservateur, c'est Johnson qui est devant. Mais auprès des Britanniques, c'est Sunak. Mais je parlais des députés, en fait. Des députés, donc évidemment, c'est Sunak, oui. C'est Sunak, les députés, voilà. Et ça, Sunak doit le savoir. Il doit savoir qu'il n'aura pas un alignement des planètes comme cela dans un futur très proche. Et son programme très libéral et très orthodoxe au niveau budgétaire ne trouvera peut-être pas de caisse de résonance d'ici 2 ans. Pour Boris Johnson, c'est différent. Donc, moi, je verrais l'histoire comme étant très belle. Je suis d'accord avec Émeric. Maintenant, le problème, c'est de savoir, il faut se dire que c'est ce que certains pourraient qualifier d'antidémocratique. C'est le parti et c'est les députés qui choisissent. Ce n'est pas le peuple. Donc, de ce point de vue-là, Johnson, qui est un fin connaisseur de Churchill, doit savoir que justement, donc peut-être il a peut-être intérêt donc justement à patienter. Et je pense que ça, c'est dans un coin de sa tête. C'est-à-dire, il l'a dit, le 20 juillet, en partant du Parlement, il a dit « Hasta la vista, baby ». Donc, il veut revenir. Ah, je crois qu'on a perdu Pierre, mais bon, il a Mathieu. Pierre, ouais. Donc, ouais, Pierre, on t'a perdu. Donc, du coup, Mathieu, mais globalement, on a compris. Pierre pense que, en gros, ça va être Sunak maintenant, mais que Johnson va pouvoir revenir un jour. Si je résume bien, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Toi, Mathieu, c'est ça. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis, en soi, Johnson, ouais, j'allais dire, c'est un fin connaisseur de Churchill. C'est vrai que Churchill a fait sa plus grande erreur, selon lui, en 1923, quand il a rétabli les talons or, en fait, en Grande-Bretagne. Et il a eu une très longue traversée du désert, mais il a toujours continué donc, à vouloir défendre la nation, défendre la Grande-Bretagne. C'est comme ça qu'il a pu revenir en 1940 et il a pu donc exceller, on va dire. Et donc Johnson aura peut-être, il le sait, aura peut-être intérêt à faire ça aussi, à continuer à dire je défends le peuple et non les intérêts de certains grands propriétaires, par exemple. Et donc voilà, donc je pense que ça va faire de longue haleine, mais je reste persuadé que la semaine prochaine, ce sera Petchy qui sera Premier ministre. Okay. Et toi, Mathieu, tu penses que ce sera qui sera Premier ministre je suis assez d'accord avec, malgré tout, avec ce qu'a dit Pierre, dans la mesure où je pense que tout est fait pour verrouiller, on va dire, un retour de Boris Johnson. Après, je pense que dans un second temps, finalement, l'histoire qui aurait pu être belle, et d'ailleurs Boris Johnson se heurte à des écueils qui sont les mêmes que potentiellement Donald Trump ou d'autres leaders populistes qui passent par un parti institutionnel pour faire la révolution et faire une mutation. C'est d'ailleurs aussi le cas sur d'autres leviers, mais de Nicolas Sarkozy. Lorsqu'on fait une mutation avec un parti traditionnel, on est toujours obligé de composer avec les statuts de ce parti-là et ses méthodes de désignement et de son histoire politique. Donc je pense que si je peux faire un petit scénario, c'est que Sunak va remporter la mise cette fois-ci, mais qu'il sera dans une position où, comme on le voit avec l'effet ciseaux sur les courbes vis-à-vis des travaillistes, dans une position tellement inconfortable pour gouverner qu'on n'est pas à l'abri que Boris Johnson revienne bien avant l'année, les élections législatives de 2024, et qu'il revienne avant, contraint par les défaillances de Rishi Sunak. Ouais, moi je vais conclure du coup. Je pense que tu as 2 scénarios et on le saura à peu près demain matin. Je pense que demain matin, on aura la réponse. En fait, Boris Johnson va voir
ou pas, s'il a une chance de passer la barre des 100, et surtout si Penny Mordaunt a une chance de battre les 100. Si par cas, ils sont que deux à avoir les 100, donc Rishi Sunak et Boris Johnson, je pense qu'on arrive au vote des militants et Boris Johnson va l'écraser. Il va l'écraser et il reviendra. Le deuxième scénario, c'est que les députés, connaissant déjà le vote des militants, commencent déjà à trafiquer, à exclure des gens du corps électoral. Donc ça veut dire que, est-ce que maintenant que Rishi Sunak a pas ses parrainages, les députés qui ne veulent pas de Johnson ne vont pas parrainer Penny Mordaunt après en faisant une fusion de Boris Johnson. Et dans ce cas-là, on arrive et dans ce cas-là, Boris Johnson n'a aucun intérêt à se présenter parce que ce serait une humiliation et tout sera trafiqué pour l'empêcher de revenir. Et dans ce type de scénario, moi je pense que ce serait Rishi Sunak qui viendrait Premier ministre le vendredi 28 octobre, qui va perdre les élections, qui va se faire écrabouiller, et qu'ensuite Johnson reviendrait après. Par contre, si Johnson est plus malin et qu'il s'inspire et qu'il a compris qu'il fallait changer et qu'il s'inspire de Winston Churchill, qu'il amadoue les types, et moi je pense que ce qu'il devrait regarder, c'est le jour le plus long et comment Winston Churchill a retourné à l'époque Lord Halifax et Neville Chamberlain pour maintenir le Royaume-Uni dans la guerre contre Hitler. Ça doit être son inspiration d'aujourd'hui. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va retourner les députés, qu'il va passer le vote des militants et qu'il pourrait l'emporter. Donc, à l'heure actuelle, moi, je ne suis pas capable de vous dire qui sera Premier ministre. Je pense que demain matin, on le saura, vraisemblablement. Et si par cas Boris Johnson passe devant le vote des militants, je pense que il va l'écrabouiller, le pauvre Rishi Sunak. Et je pense que ce sera la fin de sa carrière politique. Et Rishi Sunak et le camp des députés le savent. Parce que pour moi, ce qui se joue, c'est surtout l'avenir du parti, en fait. Et les députés, les vieux députés qui sont dans les vieilles circonscriptions, parfois sur 7, 8, 9, 10 mandats, veulent une seule chose, c'est éliminer Boris Johnson, quitte à perdre les élections. Et Moric, tu aurais tout à fait raison de dire, normalement, il devrait sauver les sièges. Mais eux sont dans des circonscriptions tellement confortables que même avec Rishi Sunak, ils resteront députés, en fait. Et c'est le sujet essentiel. Et c'est là où on a un sujet qui est intéressant pour les semaines et mois à venir et qui peut être transposable en France et qu'on va même transposer aux États-Unis. Est-ce que le cadre de la démocratie représentative, qui est le moins mauvais de tous les systèmes, est toujours le meilleur pour sélectionner les bons candidats? Parce qu'on regarde, Boris Johnson apparaît petit à petit comme le meilleur candidat pour battre le leader du Parti travailliste, Keir Starmer. Mais les députés sont prêts à se saborder eux-mêmes uniquement pour conserver leur influence sur le parti. Et c'est là le sujet essentiel qui se pose. C'est pour ça que de plus en plus de personnes se disent mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Nous, on a voté et au final, on a un déni de démocratie. C'est un peu n'importe quoi. Et c'est le langage, je ne sais pas si vous allez un peu sur les réseaux sociaux, qui est sous le hashtag Bring Boris Back. C'est Boris Johnson a eu un mandat, il a été choisi par des électeurs, il a fait le meilleur score depuis Margaret Thatcher. Pourquoi est-ce que vous l'enlevez à des fins politiciennes sur une affaire auquel on peut éliminer un candidat du deuxième tour uniquement par un vote des députés? Et le sujet essentiel, c'est celui-là. Donc, s'il passe ça, je pense qu'il devient Premier ministre, mais je ne suis pas sûr qu'il arrive à le passer, tant les haines sont féroces au sein du Parti conservateur, avec une centaine de députés qui veulent absolument avoir sa tête. Et c'est là le sujet essentiel. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on termine ce live maintenant. En tout cas, je vous remercie pour vos contributions et vos analyses. J'invite ceux qui nous regardent, les auditeurs, à la fois sur Twitch et ceux qui vont le regarder en replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et également à laisser un commentaire pour nous faire des suggestions sur ce que vous avez aimé, si par cas vous avez des questions et si vous avez des suggestions pour les prochains lives. Dans les prochaines semaines, on reviendra notamment sur les midterms pour les élections américaines et vraisemblablement, on offrira un live un peu spécial pour décortiquer le prochain Premier ministre britannique qui doit normalement être désigné soit lundi par vote des députés, soit vendredi par un vote des militants, donc entre Rishi Sunak et Boris Johnson, et on décryptera son programme et les conséquences pour le Royaume-Uni, pour l'Europe et pour la France. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée. Encore merci Mathieu, Pierre et Émeric, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et je vous dis à dimanche prochain à 13h pour le prochain live. Merci. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi. Merci.